Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa boucle de rétrofeedback de dev local tout en travaillant à plus fort, il faut que je parle plus fort, avec un cluster cube distant, parce que je crois que c'est les cas de figure qui se présentent de plus en plus. On ne va pas parler que de ça, mais ça va être l'objectif à la fin, c'est de voir comment est-ce qu'on peut tester nos devs locales directement avec le cluster de dev ou de staging, tout ça. Qui je suis? Je m'appelle Guillaume, je suis staff software engineer chez Docker. Je suis le tech lead de l'équipe Compose. Donc ça veut dire que je m'occupe entre autres du projet Docker Compose, mais pas que. On s'occupe de l'intégration de Kubernetes dans Docker Desktop. Si vous avez des questions sur Docker Desktop, c'est là-bas qu'il faut les poser, là, le monsieur là. Donc j'ai un collègue qui travaille sur Docker Desktop qui est là. On travaille aussi sur les dev environnements, qui sont une technologie qui permet d'avoir un conteneur qui contient l'intégralité des éléments nécessaires pour développer. C'est-à-dire qu'il a votre langage, tout ce qu'il faut pour compiler dans votre langage et tout. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qui est utilisé également côté dans VS Code avec les dev conteneurs, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le périmètre de notre équipe. Donc avant de rentrer dans le cœur du problème, j'ai des questions moi aussi pour vous. Qui est-ce qui utilise Docker? Ouais. Alors, vous l'utilisez ou juste vous démarrez des conteneurs et voilà. Ouais. Qui est-ce qui l'utilise sous Mac ou Windows? Donc avec Docker Desktop. Ok. Non, mais je ne vais pas parler des choses qui fâchent là. On en discutera après tous les deux si tu veux. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut me citer une des dernières nouveautés que Docker a lancées là récemment? Ouais, alors là c'est vraiment c'est une feature dans un. Donc la réponse était les include dans les Docker Compose en effet. Ça c'est une feature à l'intérieur d'un produit, mais un nouveau produit par exemple. Non mais ça n'a rien à voir ça. En effet, le prix a changé, mais ça fait 2 ans, vous êtes toujours dessus quand même. Non? Non? Bah, je vais vous en présenter 2 avant de commencer alors. Donc, je vais vous présenter Docker Scout, qui est en fait un outil qui va vous permettre d'analyser vos images et votre source code pour détecter et proposer des fixes pour des failles de sécu. D'accord? Et plutôt que d'en parler, je vais vous le montrer. Et donc pour vous le montrer, je vais utiliser Docker Desktop, parce qu'en fait, il est disponible en Early Access dans Docker Desktop. Alors je vais zoomer, c'est peut-être un peu... Est-ce qu'on peut zoomer? Il ne va pas vouloir zoomer Docker Desktop. Donc je vais choisir... Donc, pour tout ce qui est image locale, vous pouvez utiliser Scout gratuitement, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous voulez scripter, faire des choses, évidemment, et industrialiser, je peux vous donner des contacts des sales, il n'y a pas de souci. Donc je vais prendre une image Mongo, je vais demander d'analyser cette image. Et vous voyez en haut, là, alors je ne peux pas zoomer, je suis désolé, mais on va le voir après sur le hub. J'ai 2 failles critiques, 28 haute sévérité et tout ça. Je peux aller un peu plus dans le détail. Donc, il est capable de me dire que l'image de base, elle a été faite à partir d'une Ubuntu Bionic qui, elle aussi, a quelques petites failles de sécu, mais beaucoup moins que l'image Mongo elle-même. Et l'image Mongo elle-même, notamment, c'est parce qu'il utilise une version de stdlib qui est un petit peu vieille. Et voilà. Tout ça, c'est un peu unifié, c'est-à-dire que si je vais sur le hub, vous voyez qu'on va retrouver... Alors, ce n'est pas la même version de l'image, mais je garde celle-ci parce que je vais en avoir besoin pour vous faire une autre petite démo après. Et quand je clique sur l'image depuis le hub, on va retrouver la même vue des vulnérabilités et tout. Pour une fois, on a été meilleur que d'habitude. On a réussi à uniformiser... le rendu et l'information disponible dans chacun des produits qu'on propose, et donc vous êtes capable de retrouver l'ensemble des informations, à la fois sur le hub ou dans Docker Desktop.
Là, par exemple, celles-là, ces images ont été scannées parce que donc c'est une image officielle Mongo. Donc nous, on offre le support sur les images officielles pour que les scans de sécu, tout ça passe. Donc c'est pour ça que vous pouvez le voir. Mais c'est une option que vous pouvez éventuellement activer si vous utilisez pas mal le hub. Et l'autre truc qui peut être intéressant, alors je m'assois, excusez-moi, hop, ça c'est pour tout à l'heure, c'est qu'on a aussi une ligne de commande et qu'elle est donc on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc on peut zoomer encore, ouais. Mieux là ou pas? Ça va? Ouais. Donc là, je vais faire Docker Scout et puis je vais demander les CVE sur Mongo Latest, par exemple. Et là, en fait, il va faire la même chose. Donc, vous voyez, j'ai une version qui est à jour, qui n'est pas à jour. Et donc là, il va me ressortir à peu près la même chose. Et toutes les CVE avec les liens, quel est leur niveau de criticité et tout ça. Bien évidemment, c'est cool, mais ce n'est pas ce qu'on préfère. Et vous allez pouvoir utiliser des attributs pour, par exemple, ressortir, je pense, le format en JSON, si je ne me trompe pas, perdu, évidemment. Mais vous pouvez ressortir le format en JSON, en Markdown et tout, comme vous voulez. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que Scout, ça permet aussi de comparer. Alors, attendez, je vais peut-être faire ça. Ça va être mieux si je le remets en haut. Ça permet de comparer deux images et de faire un diff entre les deux. Donc là, ça vous dit que c'est expérimental, hein, donc peut-être qu'on va louper des choses quand même. Mais vous pouvez voir les différences sur les choses qui ont été ajoutées, pas ajoutées, actuellement encore toujours en cours entre les deux. Alors, je suis désolé, mais le fait d'avoir zoomé, ça ne rend pas hommage à l'output original, hein, mais voilà. Et donc, vous êtes capable de, si vous êtes en train de faire des modifs, vous buildez votre image localement, vous êtes capable, par exemple, de vérifier votre image de dev, là, avec la dernière image de prod, et vérifier que vous n'avez pas introduit potentiellement des failles de sécu, ce genre de choses. Donc, typiquement, des choses qu'on va scripter dans une CI pour s'assurer qu'on n'est pas en train de rajouter des choses pas cool à l'intérieur de nos conteneurs. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est Docker Init. C'est une ligne de commande qui permet en fait de créer des assets Docker pour vos projets. Donc, je vais m'appuyer sur ce repo-là, qui est juste un petit repo qui contient des exemples en Go, en Node, en Python et tout. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui concerne Docker dans aucun des trucs. Je l'ai déjà cloné pour qu'on gagne un peu de temps. Et je vais aller dans la partie Go, parce que chez Docker, donc je fais du Go. Hein. Excusez, mais... Et ce que je vais faire là, c'est que je vais juste appeler Docker Init et je vais me laisser guider. Docker Init va me demander c'est quoi ton projet, c'est du Go, c'est du Python, c'est du Node, du Rust, autre chose. Et vous pouvez même envoyer du feedback à l'équipe directement depuis la CLI pour leur dire je voudrais bien qu'on ait un support de je ne sais pas quoi. Donc moi, je vais dire que je vais prendre du Go. Version 1.20, ils ne sont pas à jour, mes petits copains. Moi, je vais prendre la 1.21 qui est sortie la semaine dernière, je crois. Où est-ce que je veux que mes assets soient positionnés? On a généralement tendance à mettre le Dockerfile au même niveau que la racine du code source. Et moi, il s'avère que dans mon projet, tout est à la racine, donc je vais garder le point. Et sur quel serveur ça doit sur quel port ça doit écouter, je ne sais pas. Alors, je suis allé, hop, et ça écoute sur le port 8080. Bon, j'ai rien à faire, j'ai de la chance. Et là, vous voyez, côté Git, j'ai 3 nouveaux fichiers qui sont apparus. Et si je fais un ls, il y a un Dockerfile qui est là, il y a un Docker-Ignore qui est apparu et un compose YAML. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des Dockerfiles, eh ben, en fait, ça vous fait un Dockerfile tout prêt avec donc la version de Compose 1.20, l'utilisation de l'argument, donc ça veut dire que vous pouvez passer les arguments à la command line pour changer la version si vous voulez. Énormément de commentaires pour vous expliquer ce qui est fait, comment vous pouvez l'utiliser. L'utilisation du cache de Go pour que les builds soient plus rapides. C'est du multistage, ce qui veut dire que là, vous avez derrière une dernière étape qui est finale et qui va reprendre en fait ce qui a été buildé, rajouter les certificats,
ajouter un utilisateur pour pas que votre conteneur tourne en route, et derrière, copier le binaire que vous avez fait pour aller le mettre, et exposer le port que vous avez choisi, et démarrer. OK? Donc en vrai, j'ai rien changé, hein, vous avez vu, j'ai touché à rien, mais je peux faire un Docker compose up. Et, alors là, il n'a pas build des images parce que je les avais déjà, mais il a démarré mon projet. Et si je vais sur localhost 8080, ça marche, quoi. Sortir dès le début, ça. Hein. Je sais, on sait. Donc voilà, l'idée c'est de favoriser l'onboarding de nouveaux développeurs sur des projets, qui est des gens qui ne connaissent pas Docker et tout. Cette command line, elle est là pour favoriser l'usage et la compréhension de nos produits. Ouais, bien sûr. Pardon, excuse-moi. Les volumes. Honnêtement, je vous fais une petite démo comme ça. Moi, je ne l'utilise pas spécialement, donc je ne suis pas le meilleur pour vous faire la démo complète. Il doit y avoir des vidéos qui vont vous expliquer plus en détail sur YouTube comment utiliser Docker Init, ce que vous pouvez faire, pas faire et tout. OK ? Et la liste, c'est... ah ouais, mais comme j'ai déjà les fichiers, OK. RM, hop, j'ai tout cleané. La liste Go, Python, Node, Rust, pour l'instant. Allez, commençons un peu plus sérieusement à parler de ce qui nous intéresse ce soir. Est-ce que vous avez déjà bossé sur un langage qui n'offre pas de solution de live reload? Moi, oui, je fais du Go. Ça n'existe pas. D'autres langages, alors en Java, on peut avoir, en fonction des frameworks qu'on a, des trucs qui marchent plus ou moins, mais bon, voilà. Il y en a pas mal de langages qui, contrairement à ce qu'on peut faire avec du Python, avec du JavaScript et tout ça, ne vous offrent pas la possibilité de rafraîchir le code que vous avez localement quand vous êtes en train de développer dans le conteneur qui est en train de faire tourner votre application. L'autre cas d'usage, très connu par les communautés PHP et JavaScript sur Mac et Windows quand ils utilisent Docker Desktop, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça met 3 plombes à me synchroniser mes 100 tout petits fichiers dans la VM? Alors Fred, il me regarde avec des gros yeux parce qu'ils ont fait des efforts sur les perfs, là, c'est juste monstrueux. Donc c'est moins le cas maintenant, clairement moins le cas. Et je pense que ça va même encore s'améliorer si je ne me trompe pas. Ouais. Donc là, ça peut-être bientôt un non-problème, mais bon, voilà, il y a plein de gens qui ont rencontré ça. Et en fait, quand on fait du dev, on n'a pas besoin forcément de synchroniser énormément de choses, mais juste une partie de l'arborescence de notre projet et tout. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça pour essayer d'être un peu plus rapide sur la synchronisation entre le host et le conteneur. Et le cas qu'on rencontre de plus en plus souvent, enfin nous qui remonte énormément chez nos clients, c'est on a une archi microservice, on a des dizaines, voire des centaines de microservices qui tournent. C'est impossible de faire tourner la stack entière sur le poste de développement. On ne peut pas s'amuser à avoir en permanence des environnements de dev, des clusters à dispo pour les développeurs, chacun de leur et tout ça. Comment est-ce que je fais, quoi? Parce que moi, quand je développe localement, du coup, je démarre qu'une sous-partie de mon application, celle qui est vraiment autour de moi, et je ne sais pas si en fait je ne suis pas en train de péter des trucs ailleurs. Donc on va essayer de répondre à ces trois problématiques-là. Et pourquoi je vais vous parler de faire ça avec Compose? C'est parce qu'on est depuis le début de l'année, on travaille énormément sur la feedback loop du développeur. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'expérience de dev au travers de Docker Compose? Donc on a commencé par rajouter des choses. On a rajouté un mode dry run qui va vous permettre de tester vos commandes sans qu'elles s'appliquent pour voir quel est le résultat que vous allez avoir et donc pas détruire votre conteneur avant de savoir voilà. Combien de fois ça m'est arrivé de dire hey, je veux faire un delete juste sur 3 conteneurs et j'ai dégagé toute la stack perdue. On recommence, gars.
Bon, bah, maintenant, vous allez pouvoir les tester. Donc le dry run est supporté sur quasiment la majorité des commandes qui changent l'état de votre application. C'est-à-dire que par exemple un Docker config, il n'y a pas d'intérêt de faire un dry run, ça vous sort juste l'état actuel de votre stack par rapport à votre fichier YAML. Peu d'intérêt de tout ça. L'include, là on en parlait tout à l'heure, en effet c'est une feature qu'on a ajoutée au début de l'été qui va vous permettre à l'intérieur de votre compose file de venir injecter une autre configuration compose et elle va faire, le tout va faire une énorme application. Donc quand vous êtes sur un monorepo microservice avec chaque service qui définit son Docker Compose et tout, bah là vous allez plus avoir à copier-coller forcément les autres. Vous allez pouvoir dire je veux inclure l'ensemble des services de ce microservice à l'intérieur du mien. C'est un cas typique qu'on peut avoir, c'est que dans beaucoup d'architectures microservices, on a on va dire des briques d'infra, quoi. On va avoir une base de données qui va être partagée entre plusieurs services, potentiellement. Je ne sais pas si c'est bien. Ouvert au débat. Hein. Ça arrive, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas. Un Kafka, enfin tout un système de queuing et tout qui, là, pour le coup, est partagé et s'occupe de redistribuer les messages entre les services. Ça, typiquement, vous allez le définir à un seul endroit et tout le monde va pouvoir utiliser le même sans avoir à redéfinir et à refaire sa tambouille de son côté. Et l'autre qui va nous intéresser ce soir, c'est le watch mode. Le watch mode, en fait, c'est Compose qui va se mettre à scruter certains répertoires de votre application et notamment de votre code source pour pouvoir en fait aller mettre à jour le conteneur qui fait tourner votre application et appliquer les changements que vous venez de faire. Donc pour ça, on va utiliser un projet qui a été développé par nos copains de Tilt, enfin c'est même plus nos copains, maintenant c'est nos collègues, puisqu'on les a rachetés l'année dernière. Et on va voir comment, à partir de cette application qui est un back-end en Python avec un front-end en Vite.js, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de changer le back-end et avoir le front-end qui est toujours en train de tourner dans le cluster cube et changer. Mais avant d'aller dans le cas d'usage avec un cluster cube, on va déjà regarder comment est-ce qu'on peut faire, même ne serait-ce qu'en local, parce qu'il y a plein de fois où ça peut nous être utile. Donc, la fonction watch, elle vient avec un nouvel attribut qui s'appelle xdevelop. La compose spécification sur laquelle se base compose permet d'ajouter des champs custom qui ne seront pas supportés par les autres implémentations de la compose spécification, mais qui vous permettent, vous, d'ajouter du comportement supplémentaire et de récupérer ça de compose file qui l'utiliserait. Donc, pour l'instant, c'est derrière un attribut custom. Quand ça sera mature, il y a de très fortes chances qu'on backporte ça dans la spécification pour que ça soit supporté par l'ensemble des implémentations. Et donc, on va utiliser le mot-clé watch en dessous en lui disant quel est le pass, qu'est-ce que je dois surveiller et quelle est l'action que je dois faire. Et donc, l'action, ça va être rebuild. OK ? Donc, on va passer un peu sur du code. Voilà, il va falloir que je zoome fort. Hop là. Donc là, j'ai... alors, attendez, parce que si je ne l'ai pas lui, je vais être perdu. Et puis, il m'en manque un autre. Je vais aller le chercher. View. Il est où mon terminal? Voilà. OK. Donc, ce que je vous ai dit, j'ai une application qui est composée d'un service API et d'un service web qu'on a retransformé depuis les définitions cube en mode compose. OK ? Donc voilà, donc, j'ai la même chose en mode compose. Donc en gros, localement, je vais avoir l'API qui va tourner sur le port 5734. Et je vais avoir une partie web qui va, on y reviendra tout à l'heure, qui va tourner sur le port 5736. OK ? Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais juste m'assurer que ça marche. Docker compose up. Et OK.
Donc super, j'ai ce qu'il faut. Je vais changer ma configuration juste pour vous. On va dire que c'est comme si je faisais du Go. Au lieu de faire du sync, là, je vais faire rebuild. Je vais le commenter. Et donc là, je vais rentrer en mode je développe. Donc je vais faire Docker Compose Watch alpha, parce qu'elle est toujours en alpha. Alors elle va passer en fonction de la ligne de commande sans être sous le mode alpha d'ici quelques semaines. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Et donc je vais faire Alpha Watch. Et Alpha Watch, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vérifier s'il a besoin de builder les images et il va éventuellement rebuilder tout, construire. Et puis là, il nous dit, bah, moi, je vais regarder les différents ce que tu m'as demandé, donc requirement.txt et puis rebuild. Donc requirement.txt, c'est un bon exemple, on va commencer avec lui. Je ne vais rien faire, mais imaginez, vous êtes en train de faire du Java, vous modifiez une dépendance dans votre pom.xml. Vous faites une modification dans un fichier TOML. Enfin, n'importe quoi, vous ajoutez une dépendance, quel que soit le langage, vous allez avoir besoin de rebuild, enfin pas juste de pousser une modification, mais de rebuilder complètement votre application. Donc bah là, ce qui va se passer, c'est que le watch va détecter que ça a changé. Il se remet en mode « Attention, je dois rebuilder tout ». Et là, il a redémarré pour vous le conteneur. Alors pour vous, là, ça ne change rien parce que j'ai rajouté une ligne vide, donc il ne s'est rien passé. Mais ça a rebuildé l'intégralité du conteneur et ça a changé. Bon, ce qui est un peu plus intéressant de voir, c'est si je fais des modifications dans le code. Donc dans le code, là, ici, je vais rajouter une nouvelle catégorie, là, sur le côté. À mon application. Donc je décommente une ligne. Okay. Ici, il va s'apercevoir que ça a changé. Il rebuilde tout. Et ici, si je rafraîchis, bah, maintenant j'ai des lunettes. OK. Donc là, c'est du Python. Flask est capable de le gérer tout seul. On aurait pu juste dire tiens, je fais un bind mount. Les répertoires sont synchronisés, il l'a vu, il le fait tout seul. Mais imaginez que vous êtes sur un langage qui ne supporte pas ça. Et bah, vous êtes en capacité d'avoir un équivalent de live reload qui est fait. Attention, ça vient avec un petit effet, c'est qu'il va falloir bien gérer vos Dockerfiles pour être capable de bien gérer le système de cache pour ne pas, par exemple, retélécharger toutes les dépendances à chaque fois. La gestion des dépendances doit être faite en amont. Tout ce qui modifie le code source doit venir après avec le rebuild et tout ça. Okay. Donc ça, c'est important. Cool. OK, bon, on a vu comment ça fonctionne pour faire un équivalent de la live reload avec Compose. Et on peut se dire, bah, comment est-ce qu'on peut faire, si mon langage supporte déjà, rebuilder l'image, ça prend quand même un peu de temps, honnêtement. Ça peut, en fonction de votre conteneur, être un peu long. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être encore un petit peu plus rapide? Ben, on a une autre action qui est la synchronisation, sur laquelle on va dire, tu surveilles tel répertoire, et par contre, tu vas aller ce qui bouge dans ce répertoire-là, tu vas aller me le positionner au même endroit dans le répertoire cible sur le conteneur. Okay. Donc je vais passer sur du JSX là. Et je vais rajouter à cet endroit-là, alors je vais juste écrire Montpellier ou CNCF. Avant j'écrivais CNCF Montpellier, mais vu comment vous m'avez fait zoomer, on ne va plus rien voir après. Donc vraiment très salement, hein, concaténation de chaînes. Et là, en fait, de la même manière, il a détecté que ça avait changé. Et vous voyez, j'ai le CNCF qui est apparu. Et là, Compose a rien fait d'autre que dire, je prends les fichiers qui ont été modifiés, je fais un petit tar, j'envoie un tar GZ, on fait une archive, j'envoie l'archive, ça se dézipe de l'autre côté et ça se remet au bon endroit. C'est fait. Et donc là, c'est votre outil que vous utilisez, votre framework et tout ça, qui a vu qu'il y avait eu le changement et qui a du coup appliqué les modifications. OK ?
Donc l'avantage de ce mode-là par rapport à du pure bindmount, c'est que c'est hyper localisé sur un certain nombre de fichiers et qu'on est moins affecté par les effets de bord de plusieurs fichiers potentiellement qui pourraient changer à côté et qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors ne me demandez pas les cas dans lesquels ça arrive. Je ne suis pas spécialiste JS, mais a priori ça arrive. Dans le conteneur? Oui, on a essayé de faire quelque chose de propre, c'est-à-dire que celui qu'on crée localement pour l'envoyer de l'autre côté aussi, il est nettoyé. On ne te laisse pas des trucs sur ton host. Oui. Non, le conteneur n'est pas redémarré, il tourne et on lance dans le conteneur, on lui envoie les nouveaux fichiers et lui, il sait prendre en compte les modifs sur les nouveaux fichiers. OK? Donc si je fais la même, je retourne dans l'API, là je vais lui remettre ça. Donc c'est cool, on a une boucle de feedback avec Compose qui est sympa, notamment pour les langages qui n'ont pas de live reload. On répond à une problématique que certains avaient avec de la synchro entre le host et le conteneur en réduisant le volume de ce qu'on va envoyer dans le conteneur. Même si je suis persuadé que ça va encore être plus rapide vraiment parce que je sais ce qu'ils sont en train de faire côté Docker Desktop et il y a des trucs très très sympas qui vont arriver sur la synchronisation host machine virtuelle. Donc voilà, c'est cool. Bon, maintenant, là, ça n'a pas changé dans mon cluster. Hein. Vous voyez l'URL là-haut. Je suis toujours avec mon vieux truc. Comment est-ce que je fais pour tester Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Je l'ai retiré, mais je devrais le remettre. Comment est-ce que je fais pour avoir cet accessoire-là que j'ai localement? Comment est-ce que je fais pour pouvoir le tester avec le front-end dans mon cluster? Mais là, on va utiliser téléprésence. Donc, vous voyez, j'ai un cluster qui tourne. Dedans, j'ai un namespace avatar avec le back-end API et le front-end web qui tourne. Et là, je vais utiliser téléprésence pour faire tout ça. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est installer des pods de téléprésence dans le cluster pour qu'ils puissent être capables d'intercepter le trafic réseau et de faire le rerouting qui va bien. Okay, donc ça va prendre un petit peu de temps. Je suis en 4G et voilà. Voilà, donc là, vous voyez, il y a le Traffic Manager qui a été installé et qui est disponible. Je vais faire quelque chose tout de suite, c'est que je vais faire un upgrade dessus parce que je vais avoir des conflits de subnet avec la configuration machine que j'ai. Donc je vais demander à Téléprésence de ne pas s'occuper des conflits de subnet pour le moment. Pareil, ça réapplique toute une config Helm de l'autre côté, donc le temps que ça soit pris en compte et tout ça. Allez. Super. Un petit peu plus vite encore? Tu peux le faire. C'est vraiment plus lent que d'habitude. Bon. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est dire à Téléprésence, je vais vouloir que tu interceptes le trafic qui arrive sur le service API dans le cluster et que tu le rediriges sur ma machine locale, sur le port où tourne mon conteneur qui contient le back-end. OK? Donc évidemment, je ne connais pas la commande par cœur. Donc là, en fait, je peux peut-être zoomer encore un petit peu aussi, ça va peut-être être plus facile. Hop. Donc là, en fait, ce que je vais lui demander, c'est... ouais, alors j'aurais pu vous en mettre une un peu plus sympa, celle-là, elle est sale. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais lui demander d'aller faire un intercept sur API, qui est le service. Il va falloir qu'il m'intercepte le port 80 pour le rerouter sur le port 5734 local. Je vais lui passer un header. Je vais vous expliquer à quoi sert ce header tout à l'heure. Dans les requêtes HTTP, les requêtes qu'il va y avoir dans le trafic, on va rajouter un header test égale 1. Le détail output, on n'en a pas spécialement besoin. Je vais le retirer d'ailleurs, ça va nous. Et je lui dis évidemment de quel namespace
pour lui dire quel service API. Et si jamais j'ai un API qui traîne dans un autre namespace, il ne va pas savoir lequel c'est. Donc là, en fait, ce qui va passer, c'est que Téléprésence va aller créer un deuxième pod, un deuxième conteneur dans mon pod API. Hop, vous voyez, là, j'en ai 2 qui ont été créés et il me dit que c'est tout bon. Et donc là, en fait, il va s'occuper, pour moi, magiquement. Alors, attendez, je vais vous faire pas marcher d'abord. Je pense qu'il veut bien. Allez. D'abord, montrer que ça marche pas quand même. Par défaut. Allez. Donc, je vais désactiver la règle. Donc là, si je rafraîchis, j'ai toujours pas mon other et puis mes CNCF qui apparaissent. Okay, et ça ne marche pas parce que en fait, quand je rafraîchis ici, je ne rajoute pas le fameux header que j'ai donné pour lui dire je veux que tu m'interceptes, mais vraiment que ce trafic spécifique. Je ne veux pas venir, je ne suis pas tout seul sur le cluster peut-être. Je ne veux pas venir perturber le trafic des autres. Okay, donc en fait, là c'est juste une extension qui vient rajouter des headers en fonction de règles que je lui ai données. Ben moi, je lui ai dit, dès que tu es sur mon URL à moi, rajoute-moi le header test 1. Okay, et là, d'un seul coup, j'ai le other qui est apparu. Et donc, je suis bien en train, avec le front-end qui tourne dans mon cluster, d'afficher les nouvelles fonctionnalités que je développe localement sur mon back-end. Donc là, j'ai que 2 services, mais si j'en ai 18, eh ben, je n'ai pas besoin dans mon compose file de démarrer les 18. Je peux juste démarrer mon API, faire l'interception et travailler depuis mon cluster, quoi. OK, c'est cool. En fait, je les aime bien, mes copains de chez Tilt, vraiment. Mais maintenant, ils bossent chez Docker. Donc, vu qu'ils bossent chez Docker, attendez, je regarde juste où ma synchro s'est faite ou pas. Ah, il est en train de rebuilder. Ah, j'ai oublié de changer le truc, il a tout rebuildé. Alors, vous voyez, là, il a rebuildé l'image complètement. Et là, il a un t-shirt Docker maintenant. Et ça, c'est sur le cluster. Hein. Enfin, c'est avec l'interaction avec le cluster. Donc là, j'ai fait un rebuild. Donc, imaginez, j'étais en train de faire du Go. J'ai rebuildé complètement mon conteneur local. Je l'ai redémarré. Hop, la synchro et tout. Et je vois tout de suite en direct ce qui s'est passé. Comment ça interagit avec ce qui tourne dans mon cluster. Si je demande à Téléprésence de quitter l'intercepteur API Avatar, et bien là, le trafic n'est plus intercepté, tout est revenu à la normale et en fait, le conteneur qui tournait a toujours continué à tourner à l'intérieur du cluster et là, il récupère le trafic qu'il avait. Les autres qui bossent avec vous, vu qu'on a mis ce fameux header, n'ont jamais su que vous étiez en train de travailler sur le truc. Ils n'ont pas eu de problème de redirection et tout ça, puisque eux ne le passaient pas. OK ? Et ben ma foi, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a terminé en gros. On est capable, avec des langages qui ne supportent pas du live reload et compose watch, de simuler le même type de comportement. Et donc d'avoir une boucle de feedback qui est vachement plus rapide. On ne s'occupe plus, on sauve. Derrière, tout se passe en background, ça redéploie localement, je peux retester. On envoie quand on fait des modifs de fichiers avec des outils qui supportent le live reload, on limite vraiment le nombre de fichiers envoyés pour optimiser la mise à jour de l'autre côté. Et on est capable avec Téléprésence d'aller venir se brancher sur nos développements locaux pour voir comment ça interagit avec le reste du cluster. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche plutôt pas trop mal. Hein. Okay, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Si par exemple, tu as A, B et C, ouais. tu dois taper sur. Toi, tu travailles sur C. Ouais. Tu dois taper sur A qui va remettre les bons headers à chaque fois. Ouais, bah lui, en fait, après, ça dépend comment toi, tu as configuré ton truc derrière. Le header, tu n'es pas obligé de l'utiliser déjà. Hein. Donc, ça veut dire que tu peux aussi, quoi qu'il arrive, shooter tout le truc.
Téléprésence, ils ont aussi une version payante. Enfin, Ambassador a aussi une version payante de téléprésence qui permet de gérer des cas beaucoup plus avancés, notamment des développeurs qui travaillent en même temps sur le même pod, machin. Et je pense que les histoires de rebond, notamment, doivent être gérées au travers de la version payante et pas de la version open source. À vérifier quand même. Oui. Jamais là, c'est à mon service local. Invoquer un service sur le cluster. Depuis ton service local? Qui tourne en local, quoi. Sur la machine. Comment il veut. Ouais, il faut que je répète la question, excuse-moi. Alors, si jamais ton service local doit rappeler un service distant, mais en fait, tu as rajouté des agents téléprésence dans ton cluster, mais tu as aussi ta command line qui tourne avec un service, en fait, qui, lui, fait la partie routing inverse, en fait. Donc, il va être capable, lui, de dire, OK, ce qui m'est arrivé là, moi, il faut que je le renvoie de l'autre côté parce que ce n'est pas chez moi qu'on le gère. Et il va renvoyer tout ça au cluster derrière. Ouais. C'est vraiment le boulot de téléprésence de faire ce mesh de network. Et l'autre question, ça marche avec Istio? Ça marche avec Istio. Moi, je travaille sur Docker Compose. Kubernetes, c'est vraiment pas mon métier de tous les jours, loin de là. Et en fait, ces démos-là, je le fais pour montrer plus Compose Watch que pour... donc, je suis incapable de te répondre franchement, à cette question, en vrai. C'est aussi cette carte qui intercepte le trafic. Là, il faut regarder, il faut se renseigner du côté de chez Ambassador et Téléprésence. Et j'imagine pas que c'est pas supporté, puisque Istio est quand même pas un standard, mais quasi dans le monde Kubernetes pour le routing du trafic. Donc, ouais. Il y avait une autre question, je ne sais plus où. Ouais. Oui, c'est téléprésence est un binaire qui tourne en local, en fait. Alors, la question, c'est est-ce que téléprésence est un binaire qui tourne en local? Oui, il y a donc un service téléprésence avec une CLI qui tourne en local. Et en plus, on installe des agents dans le cluster pour pouvoir faire la communication. C'est un tunnel. Voilà, exactement. Ouais. Il y a toute une gestion du network qui est gérée par ces deux bouts. Voilà. Niveau habilitation, pour un peu tout droit. Niveau habilitation, est-ce qu'il faut donner tous les droits? Je pense qu'il faut lui en donner un petit peu, oui. Après, toujours pas expert Kubernetes, je vais malheureusement pas pouvoir donner une réponse claire sur le sujet. Je préfère pas vous raconter n'importe quoi, je ne sais pas. D'autres questions? Non? Bah, de toute façon, si vous en avez, vous n'hésitez pas, je serai dans le coin. Merci.